C'est un podcast Vivre FM. Mon domicile, l'hôpital de demain. Une émission en partenariat avec la Fondation Santé Service. Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de Mon domicile, l'hôpital de demain sur Vivre FM. Une émission en partenariat avec la Fondation Santé Service, experte dans l'hospitalisation, les soins infirmiers et l'accompagnement des patients à domicile. Chaque mois, on se retrouve pour parler de ce que la Fondation propose à chacun selon son âge, sa pathologie et son besoin d'accompagnement. Sa mission, c'est l'hospitalisation autrement, l'hospitalisation à domicile. Et nous sommes nombreux dans le studio de Vivre FM aujourd'hui. J'ai autour de moi Sylvaine Kérouault. Bonjour, vous êtes directrice de la stratégie des affaires médicales et générales. Bonjour Magali. Bonjour Dr Destré, vous êtes chef de projet soins palliatifs et médecin praticien hospitalisation à domicile, membre de l'EMAD. Vous allez bientôt nous expliquer ce que c'est que l'EMAD. Bonjour Magali. Dr Amraï, bonjour, vous êtes médecin praticien HAD. Bonjour Magali. Bonjour Sylvie Hulot, vous êtes infirmière et référente soins palliatifs. Bonjour Magali. Séverine Gennevel, bonjour, vous êtes également infirmière et référente soins palliatifs. Bonjour Magali. Bonjour Stéphanie Levilly, vous êtes assistante sociale. Bonjour Magali. Ça en fait du monde. Jocelyne Bierry, bonjour, vous êtes psychologue. Bonjour Magali. Et enfin bonjour Marion Dacosta, vous êtes cadre de santé à la Fondation Santé Service. Oui, bonjour Magali. Tout de suite, le programme de cet épisode dédié aujourd'hui, vous l'avez compris, aux soins palliatifs. Tout d'abord, Dr Destré, vous nous faites un point sur la définition des soins palliatifs. Sylvaine Kérouault, ensuite, vous nous expliquez les soins palliatifs vis-à-vis du débat actuel sur la fin de vie. Puis on s'intéresse à comment ça se passe au sein de la Fondation Santé Service. Qu'est-ce que l'EMAD ? L'équipe mobile transversale experte en soins palliatifs et comment elle intervient. Nous aurons la chance d'avoir le témoignage d'une femme qui a expérimenté ce service pour subvenir aux besoins de son mari il y a 2 ans. Enfin, pour terminer, on parle de la priorité de la formation pour améliorer la prise en charge en soins palliatifs. Alors c'est le moment, rentrons ensemble au sein du service soins palliatifs. Bonjour Dr Destré. Bonjour. Vous êtes chef de projet soins palliatifs et médecin praticien HAD, membre de l'EMAD, l'équipe mobile transversale experte en soins palliatifs. Comment vous pourriez définir pour nous aujourd'hui les soins palliatifs ? Alors les soins palliatifs, déjà c'est pas un diagnostic. C'est un mode de prise en charge spécialisé qui concerne des patients pour lesquels une situation d'incurabilité a été prononcée. Incurabilité, dites-nous, oui. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ou plus d'objectif de guérison par rapport à une maladie qui vient d'être diagnostiquée ou qui progresse de façon péjorative malgré plusieurs lignes de traitement. Ou alors, c'est le patient qui refuse de continuer certains traitements et se retrouve dans une situation où on ne peut plus envisager de guérison. Très bien. Donc, par exemple, ça s'adresse à qui ? Oui, dites-nous, vous alliez nous dire. Alors, ça peut s'adresser à tout âge, à tous les patients pour lesquels on diagnostique une maladie qui est étiquetée ou réputée incurable, c'est-à-dire que la science n'a pas assez fait de progrès en la matière pour trouver des traitements qui peuvent éradiquer cette maladie. Ou alors, comme je vous disais, c'est des maladies, que ce soit liées à des cancers ou des insuffisances d'organes ou des maladies neurodégénératives qui, malgré des traitements mis en place, ne peuvent contenir l'évolution de la maladie et empêcher le patient d'entrer dans des évolutions terminales et aller vers une fin de vie du fait des complications de cette maladie ou des complications des traitements. Ça peut être aussi le patient qui refuse d'aller vers des techniques de suppléance vitale pour prolonger artificiellement une vie. Et alors, justement, vous étiez en train de nous expliquer, mais à quel moment ça se met en place ? C'est le patient qui décide ou comment ça se... Alors, en fait, on parle le plus souvent de situation palliative qui permet de définir un petit peu les objectifs de prise en charge du patient. La décision d'arrêt des traitements spécifiques, d'arrêt des traitements curatifs, fait toujours l'objet d'une réflexion pluridisciplinaire. Ce n'est pas le patient tout seul qui décide, même si son avis est important. C'est toujours une réflexion médicale parce qu'on ne veut pas lui faire perdre de chance, on veut lui proposer toutes les options thérapeutiques possibles, mais on doit aussi être humble et savoir que la maladie ne peut pas être forcément éradiquée, la médecine ne peut pas tout guérir, et donc à un moment donné, on doit faire des choix et proposer aux patients ce qu'il est possible de faire. Et quand on décide avec le patient d'arrêter des traitements de maintien en vie ou des traitements spécifiques parce que la maladie échappe,
on entre dans une prise en charge centrée sur la qualité, centrée sur le confort, centrée sur le contrôle des symptômes, en mettant le curseur là où on essaye, là on espère en tout cas apporter un mieux-être au patient. Et c'est la place de la démarche palliative, c'est la place de la réflexion éthique, et c'est là où finalement l'humilité, l'incertitude sont le plus mises en jeu. Bien sûr. Et pour qu'on comprenne bien, vous dites à la fin, quand on arrête les traitements, mais est-ce qu'on peut considérer les soins palliatifs quand on est toujours en traitement, par exemple pour un cancer qui est déjà en phase avancée, vous voyez, mais on a quand même des traitements. Alors, pour qu'on comprenne bien la limite. Bien sûr. C'est pour ça que les soins palliatifs ont une définition un petit peu trop large à mon sens et qu'on préfère mieux spécifier les objectifs thérapeutiques, parce que là, ce dont vous faites allusion, lorsque la maladie est en cours de traitement, il y a encore des chimiothérapies qui sont proposées, des rayons ou des gestes un petit peu techniques pour contenir ou empêcher la progression de la maladie. On parle plutôt de soins de support. Parce qu'on veut supporter la vie qui reste, on veut supporter les fonctions vitales, les organes. On sait que la maladie est incurable, on n'aura pas d'objectif de guérison, et pour autant, on ne sait pas combien le patient a de temps devant lui. Et donc, on essaie de lui proposer tout un tas de traitements pour supporter cette vie. C'est plus des soins de support dans ces cas-là, c'est bien ça. Ouais. Est-ce qu'on peut bénéficier de soins palliatifs en restant chez soi ? Oui, alors les soins palliatifs, ou en tout cas ce qu'on peut appeler une démarche palliative, c'est-à-dire on s'intéresse vraiment au confort du patient, au soulagement de ses symptômes et à la prise en compte de ses besoins et des besoins aussi de son entourage. Tout dépend en fait des ressources qui existent déjà à domicile. Il ne faut pas oublier les compétences des médecins traitants, des infirmières libérales et de tous les réseaux d'acteurs qui gravitent au niveau du domicile, que ce soit les DAC, anciennement réseau, donc les dispositifs d'appui à la coordination qui permettent de faire le lien entre la ville et l'hôpital. Il y a aussi des équipes mobiles dédiées aux prises en charge complexes, aux prises en charge palliatives qui sont territoriales et qui peuvent faire des visites à domicile. Et l'HAD, l'hospitalisation à domicile, c'est un autre maillon qui permet de faire des soins palliatifs à domicile, ou en tout cas d'accompagner des patients dont la situation est complexe et va très très probablement s'aggraver, se complexifier du fait des traitements de la maladie et donc basculer en soins palliatifs. L'HAD permet de prendre en charge aussi ces patients à domicile le plus longtemps possible si c'est leur souhait, voire jusqu'à leur décès si c'est aussi leur souhait. Donc beaucoup de dispositifs possibles. Oui. Et on a une petite idée, mais quelle est la valeur ajoutée à domicile ? Alors, le domicile, il faut savoir que c'est un milieu très singulier, très particulier. Ce n'est pas comme à l'hôpital où un cadre est posé, où il y a des soignants qui peuvent intervenir H24 dès que le patient sonne ou qu'il a besoin de quelque chose. Là, le domicile fait que les équipes qui vont intervenir chez le patient, dans son environnement intime, fait qu'il y a un rythme, une temporalité qui n'est pas naturelle. Et la singularité, en tout cas, du domicile, c'est de faire en sorte de se rencontrer avec le patient et ses proches, d'évaluer les problèmes qu'on peut rencontrer, d'évaluer soit les symptômes, évidemment, mais aussi toutes les ressources un petit peu techniques, logistiques, l'accès au domicile, qui c'est qui fait la toilette, qui c'est qui fait à manger. Vraiment, on s'intéresse au quotidien concret de tous les jours, chose qu'on ne fait pas à l'hôpital quand le patient est sous nos yeux, dans un lit, dans une chambre. Là, à domicile, on essaie vraiment de se mettre à la place du patient, de comprendre ce qu'il vit pour pouvoir lui apporter la meilleure réponse possible. Il y a plus de proximité, le patient est plus englobé en fait. L'objectif, c'est vraiment de faire équipe autour du patient et de bien cerner la situation et surtout de bien comprendre ce que lui, il vit, qu'est-ce qu'il a compris de la situation. Et ce qu'il désire. Justement, Sylvaine Quérault, rebonjour, vous êtes directrice de la stratégie des affaires médicales et générales. Le débat sur la fin de vie fait les actualités. Comment s'intègrent les soins palliatifs à ce débat ? Alors c'est un sujet d'actualité, mais c'est surtout un sujet de société. Il est par essence sensible parce qu'il touche à la sphère de l'intime. Il peut parfois aussi renvoyer à nos propres parcours de vie. Donc je crois qu'indépendamment du débat actuel, le rôle de la Fondation et ce sur quoi elle est centrée, c'est surtout et avant tout le besoin du patient, des aidants et de leur famille. C'est une dimension tout à fait importante. Il est essentiel pour nous que la prise en charge soit pluridisciplinaire. Je crois que le nombre de professionnels que vous avez aujourd'hui dans le studio, et vous l'avez souligné, je vous en remercie, montre à quel point il est important pour la Fondation de prendre en charge de manière globale ces patients-là. Donc voilà ce que je peux dire sur ce point. Et moi, juste pour compléter, par rapport au contexte actuel, pour nous, le maître mot, c'est la souffrance.
Donc la prise en charge de la souffrance, c'est un petit peu notre fil conducteur, on va dire. Votre radar, votre phare, quoi, c'est ça. La souffrance sous toutes ses formes, qu'elles soient physiques, psychiques, existentielles, parce que c'est ça qui fait le lit des demandes d'aide à mourir ou des demandes de sédation ou d'un sentiment d'abandon. Et c'est vrai que lorsqu'on est sensibilisé à cette question de la souffrance, qu'elle soit liée à l'isolement, au grand âge, que ce soit liée à une maladie grave, parce qu'il ne faut pas oublier le traumatisme que représente l'annonce d'une maladie qu'on ne peut pas guérir. Et donc c'est un échec de la médecine quelque part de dire non, on vous diagnostique une maladie puis on ne peut pas vous guérir. On est impuissant. Donc il y a une violence aussi liée à cette annonce, à cette bascule dans un diagnostic de mort prématurée. La personne qui a ce diagnostic imagine déjà l'effraction de la mort. Et donc cette souffrance qui est générée par l'annonce et par tous les parcours de soins, les traitements qui marchent, qui ne marchent pas, les pertes d'autonomie, le changement de vie que ça opère au niveau professionnel si la personne est en activité, le retentissement sur sa vie sociale, ça génère de la souffrance. Et avec les progrès de la médecine, on fabrique de la complexité, on fabrique de la souffrance. Et donc notre mission, en tout cas au niveau de l'hospitalisation à domicile, c'est d'accompagner aussi cette souffrance qui a commencé à naître avant même qu'on accueille le patient et qu'on le prenne en charge. Donc on doit aussi comprendre le parcours du patient, essayer de retricoter quelque chose autour de lui pour l'accompagner au mieux, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les informations concernant ce qui s'est passé. Et donc on essaie de cheminer avec lui pour éviter que cette souffrance amène des désirs de mort. Soulager autant que possible cette souffrance. Dans un instant, on zoome sur le fonctionnement des soins palliatifs à la Fondation Santé Service. C'est juste après les pirouettes sur Vivre FM Équilibre. Si un jour j'oublie qu'une déité a façonné le monde, si un jour j'oubliais ta beauté, rien qu'une seconde, réveille-moi d'une douce caresse et d'un
c'est clair, c'est beau. Retour ensemble pour parler des soins palliatifs. Sylvaine Kérouault, combien ça représente en volume ce mode de prise en charge dans l'activité de la Fondation Santé Service ? Bien écoutez Magali, c'est un mode de prise en charge extrêmement important pour la Fondation, puisqu'il représente plus de 2200 patients par an, pour à peu près 140 000 journées d'hospitalisation. Donc c'est une tendance dynamique qui est en forte augmentation et qui doit sans doute contribuer à démontrer un besoin de prise en charge accru dans un contexte territorial et national de diminution de l'offre de soins, notamment hospitalière, et avec la fermeture de beaucoup de structures, notamment d'unités de soins palliatifs. Docteur Amraï, vous êtes médecin praticien HAD et Marion Dacosta, vous êtes cadre de santé. Quel est le profil des patients concernés ? Alors, le profil des patients, ce sont des patients de tout type d'âge, que ce soit des prises en charge pédiatriques jusqu'à des prises en charge gériatriques du grand âge, pour tout type de pathologie. Alors, beaucoup de prises en charge oncologiques, mais aussi beaucoup de prises en charge de pathologies chroniques qui, du coup, ne sont pas curatives et qu'on va accompagner tout au long de... Comme par exemple, comme pathologie chronique, vous pourriez citer... Des pathologies neurologiques. D'accord. Voilà. Oui. Donc, que c'est des patients qui vont être pris en charge au domicile et qu'on va accompagner, du coup, comme le disait le docteur Destré, non pas en situation palliative, mais plutôt dans la démarche palliative, c'est-à-dire de l'accompagnement de soins de support. D'accord. Et alors, avec une adaptation et un projet thérapeutique pour chacun, c'est bien ça ? Exactement. Les projets thérapeutiques sont très variables selon la situation, selon la pathologie du patient et selon leurs souhaits. C'est vraiment le mot d'ordre. Donc, on va mettre tout en place en fonction du projet du patient et de ses proches, parce que du coup, les aidants ont une place très importante dans la prise en charge au domicile. Bien sûr. Ils sont présents et il faut qu'ils puissent être accompagnés eux aussi. Donc voilà, tout va être mis en place autour de ce projet-là, vraiment autour du patient et de façon pluridisciplinaire. C'est ce qui va permettre le maillage pour mettre en place ce projet. Et alors, vous l'avez un petit peu évoqué, on n'oublie pas que les soins palliatifs existent aussi en pédiatrie. Est-ce que les prises en charge se passent de la même façon pour les enfants ? Alors... Oui, dans la globalité, c'est-à-dire que ce sont des prises en charge également vraiment pluridisciplinaires qui sont basées autour du projet de la famille de l'enfant. Les différences sont qu'il n'existe pas d'unité de soins palliatifs à proprement dit. Et du coup, les fins de vie à ce moment-là sont soit au domicile, accompagnés en HAD, soit les enfants sont retransférés dans les hôpitaux directement de support. Docteur Amraï, comment les patients vous sont-ils adressés à la Fondation ? Alors, comme mes collègues l'ont très bien défini, vu le profil des patients en hospitalisation à domicile, la médicalisation vraiment de la prise en charge est primordiale. Donc, les prescriptions d'HAD sont exclusivement sur prescription médicale. Et il y a véritablement une volonté de continuité des soins et de suivi du dossier du projet médical. Donc, en général, les patients, très majoritairement, nous sont adressés par les services hospitaliers où le diagnostic est vraiment fait. La première prise en charge est faite par toute l'équipe hospitalière. Le projet généralement défini en amont, et il y a véritablement donc une collaboration entre le service médical de l'HAD et celui de l'hôpital pour s'ajuster à la fois pour le suivi des thérapeutiques, pour le suivi. Donc tout doit être fait quelque part pour que véritablement au retour à domicile, la prise en charge soit la plus sécurisée possible et que véritablement le patient puisse être traité pour sa maladie dans le confort le plus adéquat.
Dans d'autres cas, il y a aussi les patients qui sont déjà au domicile. Et là, avec la collaboration des médecins de ville, des DAC, c'est-à-dire les dispositifs d'appui à la coordination, des différents réseaux ou des différentes équipes médicales de soins palliatifs des territoires, on essaie d'organiser véritablement un projet autour du souhait du patient et de l'entourage pour la prise en charge d'un HAD. La troisième possibilité, c'est nous savons qu'on a une population de plus en plus vieillissante et de nombreux patients maintenant en EHPAD. Et nous savons que l'EHPAD est devenu un lieu de vie pour bon nombre de Français. Et effectivement, lorsque l'état de ces patients en EHPAD se dégrade, il y a vraiment cette volonté que la prise en charge puisse se faire dans leur cadre de vie, éviter au maximum l'hospitalisation et surtout le passage par les urgences. Donc véritablement, il y a toute une collaboration de réflexion, de préparation en amont pour que ces patients en EHPAD puissent être pris en HAD et avoir le suivi des thérapeutiques dans leur lieu de vie. Et alors vous, docteur Amraï, en tant que médecin praticien HAD, quel est votre rôle à vous dans cette prise en charge de fin de vie? Alors, un des maîtres mots qui est revenu plusieurs fois, c'est véritablement en HAD, la prise en charge est pluridisciplinaire. Donc, et je pense qu'on a un très bel échantillon ici de partenariat. Le but est de voir comment est-ce qu'on peut véritablement suivre le patient dans sa globalité, de manière holistique, et pouvoir quelque part avoir les différents points de vue de la prise en charge. Donc, pour le rôle du médecin, qui collabore de manière très étroite avec toute l'équipe soignante, c'est déjà en amont de clarifier le projet de prise en charge, de pouvoir, avec l'équipe, quelque part, visualiser où est-ce qu'on va, quelles thérapeutiques sont les plus adaptées pour le patient, pouvoir s'ajuster au fur et à mesure. Et comme dans la majorité des cas, on n'est pas forcément au domicile du patient, on collabore beaucoup avec les différents soignants qui sont nos yeux, énormément également avec le patient et l'entourage, pour pouvoir, au gré véritablement de la prise en charge, relever les différents symptômes, voir quel est le confort actuel du patient, quelles sont les thérapeutiques qu'il faudrait quelque part ajuster, celles qu'il faut mettre en place. Alors, on a tout un dossier médical informatisé, on a véritablement les anciens comptes rendus, les thérapeutiques, pour qu'il y ait une continuité des soins avec ce qu'il y avait avant, et en collaboration avec les soignants, les psychologues, les infirmiers de ville et l'entourage, on est amené jour après jour, H24, 7 jours sur 7, à réajuster, à adapter le projet et prescrire quand il y a besoin, justement, pour soulager au maximum le patient dans ses symptômes. Marion Acosta, quelle est l'organisation de la prise en charge à l'arrivée du patient à domicile? Alors, le patient est adressé donc suite à une prescription médicale par l'infirmière coordinatrice hospitalière qui contacte la cadre de santé et qui lui fait la proposition de cette prise en charge. Et du coup, le rôle de la cadre est à ce moment-là d'organiser, de coordonner toute cette prise en charge, d'organiser les passages des soignants, que ce soit les infirmières ou les aides-soignants pour les soins de nursing. À partir du moment où le patient est pris en charge, on va continuer cette coordination avec les équipes pluridisciplinaires en faisant des réunions d'équipe. On fait des réunions d'équipe pluridisciplinaires au moins une fois par mois et des réunions avec les soignants toutes les semaines. Les soignants sont au domicile et peuvent nous contacter tous les jours pour nous faire remonter leurs difficultés ou voir si ça se passe bien et que le projet suit son cours. S'il y a des difficultés, c'est à ce moment-là que l'équipe mobile intervient et que l'infirmière référente de l'EHMAD que je contacte prend en charge le patient. Et justement, Sylvie Hulot, vous êtes infirmière et référente soins palliatifs. Pouvez-vous nous décrire votre rôle à vous au chevet du patient? Alors, dans un premier temps, je vais reprendre effectivement sur la pluridisciplinarité, puisqu'en fait, la visite que j'effectue au domicile s'effectue toujours accompagnée d'un soignant, voire d'un médecin traitant, d'un médecin co ou du médecin soins palliatifs, d'une IDL, de la DAC, de tout ce qu'on a pu déjà évoquer, ou les fonctions transverses.
En ce qui concerne la visite elle-même, c'est vraiment une rencontre singulière avec le patient et ses proches. L'objectif, effectivement, c'est un temps dédié. Beaucoup de disponibilité, d'écoute et d'adaptation par rapport à la situation. Dans un premier temps, effectivement, la visite se déroule par un entretien afin d'appréhender la systémie familiale, la culture, la connaissance de la maladie, le pronostic, la notion d'incurabilité, ce que se partage entre le patient et le proche ou pas, l'incertitude, la promesse que je fais à l'autre ou la crainte. Par la suite, l'évaluation clinique va permettre effectivement d'affiner un petit peu l'évaluation globale. Donc on va s'orienter vers tout ce qui est symptômes, l'inconfort physique, psychologique. On laisse une place aussi à l'émotion, tout ce qui peut se dire, les questionnements, les traitements, la légitimité des traitements, l'ambivalence, les souhaits exprimés. Et par la suite, effectivement, des propositions ou des alternatives seront proposées, toujours en accord avec les différents acteurs. S'il faut revoir les thérapeutiques, je me mettrai en lien avec le médecin, que ce soit le médecin traitant, le médecin co, le médecin soins palliatifs. Au niveau confort, on essaie de trouver effectivement du matériel de suppléance. Pour les aides humaines, on peut majorer et voir avec la cadre pour majorer les passages ou voir avec l'assistante sociale pour prévoir des aides humaines. On peut aussi proposer un soutien psy. Dans ces cas-là, effectivement, on rejoint notre collègue psychologue et tout ce monde autour, l'assistante sociale, la diététicienne autour du patient. Ensuite, on peut aussi anticiper les choses, c'est-à-dire qu'on explique. C'est très important d'expliquer, en fait. On donne des informations concernant les directives anticipées, ce que le patient, effectivement, désire, en essayant d'approfondir un peu. La fiche urgence Pallia, destinée au SAMU en cas d'intervention, et peut-être, effectivement, des demandes d'anticiper en USP, tout en respectant, effectivement, le choix du patient et en se disant que tout ça, effectivement, n'est peut-être pas acquis au moment où on va fermer la porte, mais va cheminer au rythme du patient. Et ce qui est important aussi, c'est de dire au patient que le compte-rendu de la visite à domicile sera effectivement transmise à tous les acteurs de la prise en charge, de façon effectivement à avoir une cohérence de prise en charge autour du patient et de sa famille. Et ça, c'est plutôt rassurant pour le patient. Bien sûr. Pluridisciplinarité, c'est vraiment le maître mot. On entend énormément. On a la chance, en plus, aujourd'hui, d'avoir énormément d'acteurs de soins palliatifs autour de cette table. Stéphanie Levilly, vous êtes assistante sociale à la Fondation Santé Service. Quelle est votre valeur ajoutée dans ce type de prise en charge ? Mon intervention est importante et aussi toujours en lien avec l'équipe pluridisciplinaire. L'idée, dans le but d'accompagner le patient, les aidants et la famille dans le cadre du projet de vie ou de fin de vie ou de fin de vie à domicile. L'idée de l'assistante sociale, c'est de pouvoir proposer un accompagnement qui est un plan d'aide adapté qui prend en compte le rythme du patient, aussi les contraintes médicales et paramédicales aussi à domicile. Et surtout, les interventions concernent donc essentiellement, comme on l'a évoqué, le maintien à domicile. Donc, par exemple, pour favoriser l'accès à domicile des professionnels, la mise en place d'aide à domicile, un boîtier à clé ou système de téléalarme aussi pour sécuriser, et aussi favoriser le maintien à domicile et soulager le patient et les aidants. Donc, il faut savoir aussi que ces aides ont un coût. Donc, l'assistante sociale est là aussi pour accompagner les patients et leurs familles dans la constitution de dossiers d'aide. Et certains sont spécifiques à la prise en charge palliative. Donc il y a toute la partie aussi pouvoir accompagner les aidants dans le cadre de solutions de répit quand il y a des fragilités à domicile. Donc, toujours en lien avec les équipes soignantes, les MAD également. Donc, ça peut être des fois juste augmenter un petit peu ou mettre en place des aides à domicile. Ça avait été évoqué précédemment aussi, la mise en place d'un béluchonnage pour relayer et soulager les dents, ou une orientation en établissement sanitaire et médico-social.
Et bien sûr, c'est vrai que c'est un point important dans le cadre de la prise en charge palliative, c'est que l'assistante sociale peut proposer également des aides adaptées aux conséquences sociales, financières, familiales aussi, donc actuelles et futures, enfin actuelles à domicile et futures aussi, ce qui va suivre en cas de décès aussi, et comment aider les aidants, la famille dans ces différentes démarches. On a cette possibilité d'intervention. On a bien en tête et dans le cœur la difficulté de tout ce que vous dites. Et justement, Jocelyne Bierry, vous êtes psychologue. Comment intervenez-vous auprès des patients, de leur famille et de leur famille ? Alors, l'intervention se fait soit directement par la demande du patient, par la demande de l'aidant, ou les différents intervenants qui sont au sein même du domicile, donc dans le cadre de l'HAD ou même dans le cadre hospitalier, vont observer, vont constater et vont proposer l'intervention du psychologue. Dans l'attente après, en effet, que le patient et l'entourage acceptent vraiment. Une fois qu'il y a vraiment une demande qui est claire de notre intervention, à ce moment-là, on prévoit une première visite à domicile. Et lors de cette première visite à domicile, on va pouvoir accueillir de façon bienveillante, de façon respectueuse, la parole, parce qu'on va offrir vraiment un espace de parole, un espace d'écoute, et on va pouvoir en effet entendre ce qui mobilise le patient dans ce temps-là, ce qui mobilise l'entourage en fonction des personnes que l'on peut rencontrer, et en fin d'entretien, en fait, de ce premier entretien, on va pouvoir déterminer la fréquence des rencontres, si cela vraiment est souhaité par le patient et ou l'entourage. Ensuite, on va rencontrer lors d'entretien le patient pour pouvoir accueillir encore une fois ce dont parlait Estelle, c'est-à-dire vraiment les souffrances vécues, physiques, psychiques, le vécu, parce que derrière, il y a une histoire, en tout cas quand on arrive à domicile, la singularité en fait de chaque vécu, de chaque accompagnement, notamment dans ce cadre de fin de vie. Et en fonction de ça, on va vraiment respecter aussi la temporalité de chacun, la capacité aussi d'élaboration de chaque individu. Et puis, on va les accompagner donc, dans le cadre de ces entretiens. Mais aussi, on va leur offrir l'opportunité, notamment pour l'entourage, par la suite, lors du décès, suite au décès, la possibilité de les rencontrer encore 3 fois, afin soit de pouvoir préparer un relais, soit de pouvoir continuer en tout cas et ponctuer l'accompagnement psychologique qu'on leur a offert durant la prise en charge. Merci Jocelyne Bierry, vous parliez de décès. Docteur Amraï, et cette prise en charge peut aller jusqu'au décès à domicile, c'est bien ça ? Oui, la beauté de l'HAD, c'est vraiment aussi de pouvoir permettre que les patients puissent avoir cette fin de vie entourée de leurs proches dans leur lieu de vie et le faire de manière la plus confortable possible. Donc notre rôle est véritablement, lorsqu'arrive cette fin de parcours, d'évaluer avec le patient, son entourage et l'équipe, quels sont les traitements qu'il faudrait mettre en place pour soulager le patient et que vraiment ce soit fait de manière la plus sereine possible, discuter peut-être de certains traitements qui ne sont plus adéquats pour la fin de vie et qui n'ont plus de bénéfices véritablement. Donc ça nécessite à chaque fois d'avoir une discussion, d'expliquer avec la famille, le patient, de prescrire véritablement, d'ajuster au fur et à mesure. Et peut-être une des choses qui est très importante et qui est très forte et qui nécessite cette collaboration, c'est de pouvoir anticiper au maximum véritablement les symptômes. Donc très régulièrement, on discute de quelles sont les prescriptions des médicaments, du matériel à avoir au domicile pour pallier aux excès de douleur, d'anxiété, de manque d'oxygène, dyspnée. Et véritablement, le but premier, c'est que ça se passe de la manière la plus paisible possible et qu'on évite des transferts en urgence, véritablement, dans les hôpitaux. Et comme ma collègue a très bien dit, en amont, on a ces collaborations avec les unités de soins palliatifs pour que si finalement la fin de vie devient difficile, ça peut arriver, ou que d'un seul coup, la famille ne sent pas à même de prendre en charge cette fin de vie, on discute d'une hospitalisation de la manière la plus sereine possible et pour garder vraiment le confort de vie du patient. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans un instant, on rencontre une équipe très spécialisée, l'équipe mobile transversale. Et on rentre dans le concret avec le récit d'une prise en charge en soins palliatifs. C'est juste après The Lazy Song de Bruno Mars. Vous êtes sur Vivre FM. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed.
tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great. Oh my God, this is great." Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, 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 yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. De retour avec la Fondation Santé Service, cette fois pour évoquer une autre équipe, l'EMAD, l'équipe mobile transversale experte en soins palliatifs. Docteur Destré, c'est quoi l'EMAD ? Alors, l'EMAD, comme vous l'avez très bien dit, c'est une équipe mobile de soins palliatifs qui est, en plus de toutes les équipes qui sont déjà en place autour du patient. Donc, la Fondation Santé Service a jugé utile, et c'est très, très pertinent, de créer cette équipe qui arrive en deuxième ligne par rapport aux équipes de soins, par, on va dire, effet un petit peu miroir de ce qu'on trouve à l'hôpital et de ce qu'on se rend compte à domicile avec tous les besoins croissants en soins palliatifs, vu la complexité des situations, le manque de place à l'hôpital et le désir des patients de rester chez eux. Et donc, si vous voulez, cette équipe, c'est un peu le pendant des équipes mobiles de soins palliatifs qui existent à l'hôpital. On appelle les équipes intra-hospitalières qui sont là en deuxième ligne pour donner un appui, un avis au niveau des traitements, au niveau de la réflexion, un appui à la prescription. Ce n'est pas des équipes qui prescrivent normalement à l'hôpital. Là, à domicile, il y a des équipes qui existent, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont portées par des DAC ou des hôpitaux qui sont territoriales. Donc, c'est des équipes mobiles qui sortent à domicile pour voir les patients en situation palliative et qui nous aident parce que finalement, on se rend compte qu'on est très peu nombreux à être formés, spécialisés en soins palliatifs complexes. Et donc, on est dans une entraide permanente. Et là, à l'HAD, cette équipe mobile qui est toute petite, ma collègue va vous dire de quoi on est composé, mais on est vraiment une petite équipe experte où on intervient en plus lorsque les collègues ont besoin d'un avis complémentaire
parce qu'on ne s'occupe pas de toutes les situations palliatives qui sont prises en charge en HAD. On intervient vraiment quand il y a un problème, une complexité, quand on a besoin de réfléchir ensemble, de se mettre autour d'une table, parce que la situation échappe, parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a un symptôme qui déborde, et que, il faut être technique parfois pour contrôler des symptômes, il faut savoir utiliser certaines molécules, maîtriser les morphiniques, maîtriser les médicaments de l'anxiété, aller peut-être jusqu'à des pratiques sédatives quand on n'arrive pas à contrôler un symptôme. Et donc, on est en train si vous voulez, de complexifier, d'apporter une technicité, de médicaliser les prises en charge à domicile en situation palliative grâce à ces équipes, parce qu'on apporte les mêmes compétences, les mêmes moyens qu'en unité de soins palliatifs. La différence, c'est que les soignants ne sont pas présents H24, et donc c'est le rôle de la coordination, de la communication, de cette astreinte téléphonique H24 qui fait que les patients ont toujours besoin de savoir vers qui ils peuvent se tourner, qui appeler quand il y a un problème. Séverine Gennevel, vous êtes infirmière et référente soins palliatifs. Expliquez-nous quels sont les professionnels qui la composent, cette équipe. Alors, l'EMAD en elle-même, c'est 2 médecins, 2 infirmières, il y a des psychologues, et il y a une cadre que vous avez entendue tout à l'heure. Et en fonction des problématiques, en fait, on a des professionnels en transverse qui vont gérer tout ce qui est diététique, donc l'assistante que vous avez entendue. Tout ce qui est plaies, on a une infirmière qui est en pratique avancée qui gère les plaies. On a en plus à côté? Une infirmière douleur. Référente douleur. D'accord. Sur chaque équipe qui gère les patients, on a une correspondante soins palliatifs avec qui on travaille au quotidien. Voilà. Oui, ça fait une bonne équipe déjà. Et comment elle s'articule, cette équipe, avec les autres professionnels en interne ? Les autres professionnels en interne nous sollicitent sur les problématiques qu'ils constatent quand ils sont au domicile. Donc, c'est les aides-soignants, les infirmières qui nous appellent en fonction de ce qu'ils voient, en fait. C'est ça. Et quels sont les liens entre l'EMAD et les autres partenaires, cette fois à l'extérieur ? Alors, comme nos collègues nous vous ont expliqué tout à l'heure, la prise en charge est pluridisciplinaire et on est en lien aussi avec les acteurs de l'hôpital et du domicile. Donc, il faut envisager en fait la prise en charge comme plein de petites briques qui se mettent ensemble pour construire un maillon. Et le patient est au centre et en fonction des personnes qui sont disponibles, en fonction des compétences que l'on recherche pour évaluer tel ou tel symptôme, on va faire appel à des collègues. Donc, l'équipe mobile de soins palliatifs que nous représentons organise des visites à domicile pour évaluer les situations qui sont vraiment difficiles avec les patients qui vont pas bien, avec des projets qui sont peut-être pas très clairs et qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin dans le projet, savoir est-ce qu'on vraiment le patient a compris que la fin de vie était en train d'arriver, est-ce que les traitements ont été arrêtés. Donc on a l'occasion de faire des visites à domicile, mais on peut pas voir tout le monde, comme je vous disais, parce qu'on est très peu nombreux. Et à ce moment-là, on utilise nos collègues, nos correspondants, soit médecins traitants, soit des médecins infirmières d'équipe mobile transversale territoriale, soit le DAC, soit des collègues hospitaliers qui font aussi des visites à domicile pour qu'on travaille ensemble pour apporter une réponse la plus adaptée possible. Donc c'est un travail d'équipe collaboratif permanent, sachant que c'est, point important, l'HAD qui est responsable des prescriptions. Donc les prescriptions qui sont faites au domicile doivent être validées en gros par le médecin référent, avant notre regard aussi d'expert pour que le patient ait la meilleure prise en charge possible. Et alors pour illustrer ce propos, nous avons la chance de pouvoir écouter le témoignage de Myriam Meyer. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre par téléphone, d'être avec nous aujourd'hui. C'est normal. Je suis extrêmement reconnaissante à l'équipe qui a encadré les derniers temps de mon mari et c'est la moindre des choses. Et bien justement, Myriam, vous allez nous expliquer, votre mari a bénéficié d'un accompagnement de l'équipe de soins palliatifs de la Fondation. C'était il y a 2 ans maintenant, après avoir reçu un diagnostic sévère d'un cancer déjà très avancé. Les soins prodigués par son équipe médicale hospitalière se sont révélés insuffisants de ce que vous allez nous raconter pour le maintenir, lui et vous-même aussi, sa famille, dans une atmosphère acceptable. Racontez-nous comment ça s'est passé pour votre proche. Bien, nous avons eu l'annonce de façon extrêmement brutale de ce cancer entre 2 portes par une radiologue consultée pour une douleur à l'épaule que l'on pensait d'origine rhumatismale ou autre et qui se traînait déjà depuis 2 mois, de plus en plus sévère. Et après quoi, on a vu le pneumologue.
Et ni le pneumologue ni le médecin traitant n'ont vraiment été, si l'on peut dire, c'est un euphémisme, à l'écoute. Donc le pneumologue nous a dit brutalement que il y avait rien à faire, la fin était proche, que si on voulait des soins, il fallait que ce soit uniquement dans le cadre hospitalier. Moi, dès le premier jour, j'ai demandé l'hospitalisation à domicile, puisque je savais que ça existait. Et vous avez eu du mal à l'obtenir, hein, c'est bien ça. Pardon ? Vous avez eu du mal à l'obtenir, hein, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ouais. Elle m'a été refusée parce que le traitement était, je cite, seulement oral. Ce que ne voyait pas le médecin hospitalier, c'est que mon mari a été très vite réduit par la morphine à un état physique d'extrême faiblesse. Il ne pouvait plus se lever de son lit. C'était un lit normal. Et rien que pour obtenir un lit médicalisé, j'ai dû me battre contre vents et marées parce que ni le médecin traitant, ni le pneumologue, qui de toute façon ne répondait que fort peu à mes sollicitations, n'acceptaient de faire cette simple ordonnance. Et alors racontez-nous, Myriam, ce que vous avez trouvé dans l'équipe soins palliatifs à domicile qui vous a réconforté. Plus que réconforté. C'était un changement radical à partir du moment où cette équipe est venue nous prendre en charge à domicile. Changement parce que la vie quotidienne en a été complètement transformée. Le fait d'avoir le matériel médical nécessaire, d'avoir les soins, d'avoir un suivi continuel. C'est-à-dire qu'il y avait certes l'infirmière qui passait le matin, mais il y avait aussi la possibilité à tout moment de joindre l'équipe, en particulier Séverine, la coordinatrice, l'infirmière coordinatrice, qui a été formidable parce qu'elle a su me réconforter, m'adresser les personnes qui étaient nécessaires au moment où c'était nécessaire, sans compter le fait que même au milieu de la nuit, il m'est arrivé d'avoir un besoin absolu d'aide au beau milieu de la nuit, et c'était possible. Ça s'est fait. C'était vraiment un soutien continuel et un soutien non seulement pour les soins physiques, mais un soutien moral, une prise en compte pleine de respect des vœux de mon mari, des miens et de ceux de la famille, avec qui il a parfois fallu discuter de façon un peu animée. Et ça nous a permis d'abord de réaliser ce qui était le dernier vœu de mon mari, de rester mourir chez lui et pas dans une structure anonyme, de pouvoir continuer les petits gestes du quotidien auxquels il était accoutumé, d'avoir sa maison et surtout sa famille continuellement autour de lui, parce que sa famille était extrêmement présente jusqu'au bout. Et vraiment, tout cela, nous ne l'aurions jamais eu à l'hôpital. Merci beaucoup, Myriam, pour votre témoignage si important. Comment s'appelait votre mari, s'il vous plaît ? Gino. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, merci d'être venu sur Vivre FM. Merci, au revoir. Au revoir. Juste après Petit Cas, on va parler de la formation en soins palliatifs. Naviguer à vue, c'est sur Vivre FM. Elle a un chat, 2 frères et sœurs. Elle a des parents qu'elle aime de tout son cœur. Elle a un taf où elle gagne bien sa vie. Elle a des potes pour sortir le samedi. Elle a un scout, un appart à Bastille. Elle a tout, oui, elle a réussi. Mais ça suffit pas, ça suffit plus. Elle voudrait voir plus loin que le bout de sa rue. Marre des trottoirs, et c'est déjà trop tu. Elle veut naviguer à vue. Naviguer à vue. Elle fait son sport tous les mardis, ne s'endort jamais sans sa série. Elle en sort toujours un peu émue. Elle aime noter tous ses menus, préfère caler toutes ses réus. Elle a tout prévu. Mais ça suffit pas, ça suffit plus. Elle voudrait voir plus loin que le bout de sa rue. Marre des trottoirs, et c'est déjà trop tu. Elle veut naviguer à vue. Naviguer
suffit plus. Elle voudrait voir plus loin que le bout de sa rue, marquée trottoir, et c'est déjà trop dur. Mais ça suffit pas, ça suffit plus. Elle voudrait croire enfin qu'une autre vie est en vue, marre de prévoir. Elle veut vivre l'imprévu, elle veut naviguer à vue. Et nous voilà de retour pour parler de l'actualité en soins palliatifs. Docteur Destré, Sylvaine Kérouault, c'est quoi la priorité concernant les soins palliatifs en ce moment à la Fondation ? De quoi on a besoin pour que cette prise en charge fonctionne le mieux possible ? De formation. Ah, de formation, dites-nous. De formation et de communication. Déjà apprendre à bien se connaître et puis essayer de sensibiliser et de former un maximum nos collègues qui sont sur le terrain à identifier les situations complexes, les situations palliatives qui peuvent décompenser à tout moment les symptômes d'inconfort, les problématiques sociales, les problématiques éthiques, une demande de sédation, une demande d'euthanasie, une demande d'unité de soins palliatifs, un maintien à domicile difficile. Dès qu'il y a une problématique qui émerge, même minuscule, il faut s'en emparer et mobiliser un peu tous les esprits autour de cette question. Et c'est la règle, en gros, de l'anticipation et de la démarche pluridisciplinaire en soins palliatifs. Et donc la formation, c'est un peu le nerf de la guerre, entre guillemets. On n'est pas assez nombreux à travailler avec cette dimension-là, que ce soit à l'hôpital ou au domicile. Donc plus on sera formé, mieux on pourra accompagner les patients et mieux on pourra innover et trouver des solutions les plus adaptées aux besoins du patient. Comment ça se passe exactement la formation pour chacun, je veux dire en pratique? Alors la Fondation organise la Fondation organise des formations, des cycles de formation dans lesquels nos collègues de l'EMAD participent, parce qu'on trouve ça plus pertinent de former nos collègues avec un même langage et harmoniser un petit peu nos pratiques et discuter au quotidien des cas cliniques, échanger, et c'est très très intéressant. Il y a d'autres possibilités de formation. On propose aux soignants de faire des diplômes universitaires, de s'inscrire en master, de participer à des congrès, des journées de formation sur les soins palliatifs qui sont mises en place à l'échelle régionale ou nationale. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui existent en matière de soins palliatifs. Il faut trouver le temps et après essayer de le mettre en pratique. Et alors, en 2 petits mots, 2 conventions ont été signées avec des associations de bénévoles il y a quelques mois. Comment ça s'organise ? Oui, alors peut-être juste si je peux me permettre, ce que dit le docteur Destré est très vrai. Et c'est aussi une priorité pour la Fondation. Être un professionnel de soins palliatifs, aujourd'hui, ça correspond à un choix professionnel. Donc il est très important pour la Fondation, et je pense que c'est vrai aussi pour nombre d'entités qui travaillent dans ces prises en charge, de favoriser la pluridisciplinarité et la collégialité. En ce sens, former nos professionnels de soins palliatifs, mais pas que, former tous les professionnels soignants à la prise en charge palliative, c'est extrêmement important. Donc effectivement, je voulais juste rajouter ce point parce qu'il me paraît quand même important, et il fait partie des priorités aussi institutionnelles de la Fondation Santé Service. Donc concernant ces conventions, effectivement, elles ont été signées récemment. Donc elles nous permettent à nous d'accompagner aussi dans la prise en charge holistique, je reprends le terme tout à l'heure qui a été utilisé par le docteur Amraï, nos patients. Donc ça, c'est quelque chose qui nous importe, c'est très important. Vous avez dit tout à l'heure, je crois que c'est Estelle Destré qui l'a dit, qu'il fallait faire équipe. Donc faire équipe peut aussi impliquer d'autres bonnes volontés ou d'autres logiques collaboratives, notamment avec le bénévolat. Donc voilà un petit peu, Estelle, je vous laisse compléter si vous le souhaitez, mais voilà un petit peu l'idée qu'il y a derrière ça. On est ravis effectivement d'ouvrir l'HAD sur ce type d'accompagnement qui existe déjà dans les unités de soins palliatifs, dans les EHPAD, dans certains services où il y a des prises en charge lourdes en gériatrie, en SSR. Et c'est vrai que les bénévoles d'accompagnement sont aussi une denrée rare parce qu'ils nécessitent une formation, un accompagnement. C'est pas facile d'accompagner des situations de souffrance où la mort fait effraction dans le réel à un moment donné. Et donc c'est la société civile qui s'empare un peu de cette question et qui se rajoute, se complète, s'articule avec nous, parce que c'est pas qu'une question de médicaments, de technicité. Les soins palliatifs, c'est aussi beaucoup d'humain, de relationnel. Et pour prendre soin de nos soignants, il existe des groupes de parole à la Fondation et on est content qu'ils existent.
Merci beaucoup. Et c'est déjà la fin de notre émission consacrée aux soins palliatifs en hospitalisation à domicile proposée par la Fondation Santé Service. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à Hugo en régie. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site fondation-santéservice.fr et que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur vivrefm.com. On se donne rendez-vous au mois d'octobre pour un épisode qui sera dédié aux soins obstétriques. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.